Vous avez découvert l'expérience corporelle à l'occasion des premières causeries du sport proposées par Éric Lacroix. Nous parlons aujourd'hui de douleur, vaste sujet, alors restez avec nous, nous abordons ce sujet maintenant. Heureux de retrouver Éric Lacroix pour ses causeries sur l'expérience corporelle, la 7e causerie. Donc Éric Lacroix, directeur du service universitaire des activités physiques et sportives de l'Université de La Réunion. Par ailleurs, coach sportif, préparateur mental certifié et praticien neurosciences. Bonjour Éric Lacroix. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour une émission qui s'annonce passionnante sur la douleur. Alors, pourquoi la douleur à ce stade de cette série, le 7e épisode? Pourquoi est-ce qu'on parle de douleur aujourd'hui? On a vu toutes ces émissions qu'on a pu faire et ces causeries sur l'expérience corporelle. On a avancé progressivement sur la fragilité, la vulnérabilité de notre corps, qui est relié fortement à notre mental. Et on aura d'autres causeries justement sur le mental, ça va être intéressant. Et puis on a vu les systèmes de fatigue, on a vu pas mal de choses. Et à un moment donné, on va se concentrer sur des éléments quand même qui sont importants dans la pratique sportive. Et la douleur fait partie aussi de cette pratique sportive, notamment, on va le voir, elle est multifactorielle, mais elle est quand même très très importante dans la pratique sportive. Alors qui n'a pas à un moment ou un autre ressenti de la douleur en pratiquant une activité sportive? Je pense que c'est un peu général à un moment donné de ressentir cette douleur. Mais alors comment est-ce qu'on peut définir justement cette douleur? Alors moi je vous ai présenté une définition de la douleur qui est vraiment celle de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, 86. Elle date mais elle est toujours, je pense, d'actualité. Vous voyez, la définition, c'est vraiment une expérience. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. On va voir que ces mots sont très très forts parce qu'il y a cette notion de sens. On en a parlé dans des causeries, c'est-à-dire on a beaucoup de sens. Notre corps en possède énormément. Et le côté émotionnel. Mais vous voyez, derrière la phrase, c'est lié à un dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrite en termes évoquant tel dommage. C'est-à-dire que décrite en termes évoquant tel dommage, on verra la subtilité de cette définition, c'est-à-dire qu'on verra aussi ce côté de l'affectif, de l'émotionnel. Effectivement, c'est donc assez... du moins, ça interroge, parce qu'un dommage tissulaire réel ou potentiel, c'est-à-dire on est susceptible de ressentir, d'avoir un ressenti douloureux, même s'il n'y a pas de dommage tissulaire, pour le coup. Oui, on va y venir, mais on anticipe. Oui, c'est ça. On va y venir et c'est très très important. Ça va être vraiment le cœur. Après, vous allez voir de la douleur et du sport, mais pas que. On a parlé de côté normal et du pathologique. On en a énormément parlé parce qu'il y a un côté normal et puis après il y a aussi le côté pathologique, c'est-à-dire vraiment sur la maladie. Mais si on va un petit peu plus loin sur cette définition de la douleur, on voit qu'elle est non seulement sensorielle, mais aussi émotionnelle et interoceptive. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs, on a énormément de capteurs dans notre corps, notamment des mécanorécepteurs. Par exemple, on peut parler de mal de ventre, de douleur au ventre. On est bien dans l'interoception. Alors justement, est-ce que vous pourriez préciser, définir, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier avec ce type de concept. Interoception, qu'est-ce qu'on entend par là? L'interoception, c'est le ressenti en fait des douleurs vraiment corporelles. C'est-à-dire, on a des récepteurs qui vont remonter au cerveau, qui vont nous donner des signaux. Voilà, donc on va le voir, on a vraiment pas mal de récepteurs, notamment des fibres. Alors il y a des fibres A, des fibres C, etc. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a des éléments qui vont nous parvenir au cerveau. Et comment on les interprète? Mais par exemple, l'interoception, c'est vraiment souvent relié au niveau des problèmes de ventre. On le voit, et on en parle souvent, notamment dans le sport, dans les épreuves longues. Il y a vraiment ces phénomènes d'interoception. Mais pas que. Mais vraiment, là, on va parler de pratique sportive, donc on va aussi faire un zoom, un focus vraiment sur ces pratiques. On dit quelquefois que le ventre est le deuxième cerveau. Est-ce que ça aurait un lien? Alors moi, j'aime pas trop cette expression parce qu'en fait, oui, on a beaucoup d'organes connectés. Le cœur est très très connecté. On a énormément de neurones et aussi dans l'intestin, le microbiote, va agir aussi et il est très très connecté. On pourrait dire qu'on a des organes qui sont vraiment connectés et on a un cerveau.
Voilà, donc l'ensemble des organes connectés, effectivement, c'était l'occasion de faire une mise au point sur finalement des lieux communs quelquefois qui sont véhiculés mais qui nécessitent d'être précisés. Alors justement, rentrons en profondeur dans cette définition de la douleur, donc elle peut être sensorielle, émotionnelle, interoceptive, on sait maintenant ce que c'est. Et comment, alors du coup, comment est-ce que vous la mesurez et comment est-ce que ça se ressent? Comment est-ce qu'on l'exprime? Bref, c'est compliqué en fait. Oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose de ressenti subjectif. La douleur, nous sommes des êtres uniques, on l'avait vu dans certaines causeries, et la douleur, on pourrait dire qu'elle est unique, dans le sens où ça va dépendre de nous et finalement de notre évaluation. Donc on parle de ressenti subjectif. Vous avez vu, j'ai mis entre parenthèses cette notion de placebo et nocebo, c'est-à-dire que on pourrait très bien aller vers un côté nocebo, c'est-à-dire un peu plus nocif pour l'organisme, c'est-à-dire on peut anticiper. On le verra, c'est très très important. Ou un effet plutôt placebo, c'est-à-dire plutôt apaisant. Je vous donne l'exemple. Vous allez chez le dentiste. Vous allez anticiper la douleur. Si vous l'anticipez, et vous allez dire que vous avez mal, quand l'appareil va arriver, vous aurez vraiment, vraiment très, très, très mal déjà. Et en fait, on peut vraiment l'anticiper, c'est-à-dire qu'on peut avoir cet effet nocebo. C'est-à-dire, si vous dites « je vais avoir mal », vous allez aussi provoquer, finalement, dans votre cerveau, plein de signaux qui vont finalement anticiper ce versant-là. Par contre, ce qu'on voit bien dans cette définition de la douleur, c'est quand une personne dit qu'elle a mal, il faut la croire. Parce qu'en fait, il y a quand même des signaux importants, et c'est important de croire la personne quand elle dit qu'elle a mal. Notamment aussi dans la pratique sportive. C'est-à-dire qu'on a plusieurs, on va le voir, douleurs qui vont dans cette pratique, mais vraiment, ça, c'est une phrase très importante. Très, très importante, qui doit être réitérée. D'ailleurs, cette relation à la douleur, y compris dans les pratiques médicales aujourd'hui, est vraiment prise en compte. C'est quelque chose aujourd'hui, soulager la douleur, qui fait partie de l'accompagnement des personnes tout au long de la vie, y compris dans les soins palliatifs, par exemple. Oui, c'est ça. Là, on est entre le normal et le pathologique. Dans le normal aussi, je pense qu'il faut croire les gens quand ils ont une douleur. Il faut quand même les écouter. Et puis là, dans le domaine pathologique, on a aussi des maladies. La fibromyalgie, c'est très très dur à dire, mais vous avez pas mal de maladies nerveuses qui provoquent vraiment, qui ont besoin de soins, parce que là, la douleur, elle est persistante, elle est constante. Douleur intense, constante, qui doit être prise en compte et évaluée au fur et à mesure de la journée, parce que la douleur peut évoluer aussi, c'est pas quelque chose de stable. Tout à fait, la douleur peut évoluer, et puis elle possède aussi 3 fonctions. Donc, je vous ai montré dans cette petite diapo. Donc, il y a 3 fonctions. Il n'y a pas forcément de méthode. Vous parliez de méthode, mais en fait, c'est la parole, on l'a vu, justement, on revient un petit peu dans la phrase d'en haut, la plainte, le comportement, qui est important déjà finalement de voir et de comprendre. Ensuite, il faut quand même protéger, c'est-à-dire que s'il y a une douleur, il faut quand même protéger et finalement arrêter l'activité, inhiber l'activité de la zone altérée aussi. Et puis, troisième chose, c'est soigner, parce qu'à un moment donné, c'est aussi, il faut déclencher finalement des réactions qui permettent la guérison. Donc, il va falloir soigner. Donc, vous voyez, il y a quand même 3 fonctions. Quand on parle de douleur, il y a tout ce process, en fait, jusqu'à soigner la douleur. Alors, est-ce qu'il y a différents types de douleurs ? Comment est-ce qu'on peut les qualifier ? Alors, c'est vrai qu'on a différents types de douleurs. Alors, on va le voir dans la slide suivante. Vous avez ce qu'on appelle la douleur aiguë, qui est transitoire. Elle peut se résoudre d'elle-même, vous voyez. Et vous avez la douleur chronique. Alors là, on est plutôt dans le côté pathologique et des maladies. C'est-à-dire qu'il y a une classification. Il y a pas mal de maladies qui sont rentrées vraiment justement dans ces classifications, et c'est important de cerner entre une douleur vraiment transitoire et chronique. Et vous voyez qu'après, en fonction de ces douleurs, il y a des mécanismes qui sont identifiés. Et notamment, on parle de nociception, c'est-à-dire nociceptif. Si je vous pique ou je vous brûle,
vous allez retirer votre bras, par exemple, si je vous pique sur le bras, parce qu'on a des capteurs très très rapides. Voilà. Et notamment, on le voit sur le schéma, vous avez ces étapes de la douleur, c'est-à-dire on peut avoir des douleurs nociceptives qui peuvent être vite résolues, en fait. C'est-à-dire qu'on a tout de suite senti où était la zone, et puis derrière, on va justement travailler dessus, on va identifier. Par contre, les douleurs et les mécanismes de la douleur, quand c'est des douleurs neuropathies, ou alors des douleurs mixtes, ou ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques, là c'est plus difficile. Parce qu'en fait, ce sont des douleurs qui sont reliées finalement au flux, à l'influx nerveux. C'est-à-dire qu'il peut avoir des problèmes, vous voyez, du câblage, entre guillemets. C'est-à-dire de ces axones, de ces neurones, etc. Et donc, les zones ne sont pas forcément identifiées, difficile de savoir où est la douleur. Elle peut aussi s'amplifier. Certaines zones du corps peuvent être altérées, y compris par la pratique sportive. Et il peut y avoir, j'imagine, des conséquences sur ce ressenti. À l'occasion, par exemple, vous êtes un spécialiste des sports extrêmes, du trail, de l'ultra-trail. Et donc, qu'est-ce que vous avez pu observer, notamment dans votre pratique de coach ? En fait, c'est vrai qu'on a des douleurs qui vont apparaître aiguës et qui vont se transformer un peu dans une certaine chronicité. Parce que quand on fait une heure de course à une intensité élevée, il va y avoir des douleurs thoraciques, musculaires, voilà, et les fascias vont travailler, les muscles vont travailler, ce qui va apporter pas mal de signaux de douleur. Mais après, il peut y avoir une certaine chronicité, parce que quand vous commencez à courir 50 heures ou 60 heures dans la montagne, voilà, la douleur n'est plus la même. Elle s'amplifie, elle prend vraiment de l'importance. Et c'est là aussi, on va voir aussi que dans le sport, il y a un accompagnement aussi à cette douleur. C'est-à-dire on est sur de la préparation mentale, mais pas que. C'est aussi l'acceptation aussi de cette douleur, qui n'est pas tout le temps évidente quand on va pratiquer un sport extrême. Alors justement, pour ces sportifs de l'extrême, est-ce qu'ils vivent avec la douleur ? Est-ce qu'ils apprennent à la domestiquer, à vivre avec ? Ou alors est-ce que certains n'ont pas du tout de douleur ? Quelle est votre expérience là-dessus ? Alors, on le disait au début, on est des êtres uniques et effectivement, la perception de la douleur, on parle bien de perception, va être différente d'une personne à l'autre. Après, en fonction aussi de son émotivité, de son affect aussi, et de sa sensibilité aussi. On l'a vu, il peut y avoir des problèmes, on l'a vu, nerveux, neuropathie. Donc, il y a des zones qui peuvent plus ou moins être identifiées ou pas identifiées. Et c'est là où c'est intéressant d'un préparateur mental et un préparateur sportif d'identifier les degrés de douleur et de demander, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est très important, quand elle a mal, il faut l'écouter. Donc, et quel est ton degré de douleur ? Il existe une échelle, notamment en pathologie, c'est l'échelle EVA sur 10. Moi, j'ai tendance à mettre une échelle sur 3, notamment, par exemple, dans la compétition et dans la durée de la compétition. Qui peut évoluer au fur et à mesure, parce que sur un ultra-trail, ça peut varier aussi, j'imagine. Exactement, et on va le voir, c'est que la douleur numéro 3, quand on est au stade 3, c'est qu'on est blessé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, on va courir en étant blessé. C'est un stade de mise en danger du sportif et de la personne, et de son intégrité. Alors, Éric Lacroix, la douleur est un ressenti. Alors, comment est-ce que cela fonctionne ? Oui, c'est vrai que j'ai repris cette phrase finalement de l'ouvrage du professeur Anne-Françoise Allas, qui me semble vraiment essentiel dans le fil de notre discussion et notamment sur la pratique sportive. Ce qui est ressenti comme douleur, c'est complexe, c'est vrai, et c'est pas qu'un simple signal nerveux. Il y a aussi, on l'a vu dans la définition de la douleur tout à l'heure, et notamment en premier sur l'OMS, en 86, ce versant émotionnel. Parce qu'on l'a vu, cet effet nocebo ou placebo qu'on va mettre en place peut vraiment influer après dans la pratique sportive, et notamment l'acceptation ou non de cette douleur. Donc je pense que c'est important d'initier cette démarche avant de passer vraiment dans la pratique sportive. Alors justement, Éric Lacroix, donc douleur et sport, nous allons aborder cette question. Donc est-ce qu'il existe différentes classifications des douleurs dans les exercices ?
Oui, alors j'ai essayé de simplifier au maximum, mais on le voit bien que vous avez des douleurs, on va dire, au niveau des articulations et des muscles provoquées par l'effort physique. Quand vous allez faire une pratique physique ou un sport, évidemment, vous mettez finalement l'organisme dans une situation où on va chercher parfois dans quelques limites. Hein. Alors, il y en a, ils parlent de se dépasser, c'est tout un sujet dont on a parlé. Mais automatiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire et on va provoquer l'organisme. Et surtout, s'il n'est pas habitué, on va avoir beaucoup de douleurs. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc les fascias vont réagir, les muscles vont réagir, tout l'organisme, au niveau ostéo-articulaire, etc., va réagir. Mais on a aussi, dans le sport, aussi à identifier les blessures qui sont liées à un traumatisme. Et notamment un traumatisme qu'on appelle le traumatisme aigu, c'est-à-dire des dégâts de l'appareil locomoteur. On voit les entorses, il peut y avoir des fractures, enfin voilà. Donc ça, on est sur un autre versant de la douleur. Et enfin, on a aussi, comme dans le versant pathologique qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment le côté maladie, c'est-à-dire les douleurs chroniques. Et des douleurs chroniques, on peut en parler, c'est-à-dire qu'il existe, par exemple, dans certains sports d'endurance, de grosses déficiences. Des déficiences qui sont liées à pas mal de choses, parce que la personne pratique beaucoup, et à côté, elle ne supplémente pas, ou alors elle n'arrive pas à compléter. Et donc, il y a des énormes déficiences. Il peut y avoir des fragilités ostéo-articulaires, comme des fractures de fatigue, ou des problèmes de surentraînement, on l'avait vu. En fait, le corps est en inflammation permanente. Et là, on va parler de douleur chronique, puisque au bout du compte, c'est pratiquement tous les jours que cette douleur va s'installer. Et en fait, le sportif là, aura du mal à continuer sa pratique. Donc, on est vraiment sur un plan beaucoup plus pathologique. Il faut l'éviter. Voilà. Donc, le premier, il est bon, on va dire, les douleurs des articulations des muscles. Cette classification là, de la douleur des articulations des muscles, il faut aller la chercher. Ça, c'est un peu incontournable. On peut difficilement l'éviter. Oui, c'est vrai que de toute façon, il faut sortir de son canapé. Il faut bouger. On parlait du pacte des pantoufles. Là, je suis en train de lire un ouvrage, justement. On reste beaucoup dans nos pantoufles, on est dans le canapé, on a la série Netflix, on est dans la sédentarité et on ne va plus faire d'efforts. Et nous, dans ces discussions et ces causeries, c'est de pousser à faire un effort parce que c'est bon pour l'organisme. Ça le met en stress, ça le met dans une situation de douleur, mais des douleurs, on va dire, et ça c'est très très important, on le verra tout à l'heure, mais c'est des douleurs qui sont consenties. Donc quand les douleurs sont consenties, eh bien, on est dans un effet vraiment placebo. Alors justement, Éric Lacroix, ça c'est un point que vous vouliez absolument aborder. Comment est-ce que l'on fait pour accepter la douleur dans l'effort ? Ça c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question parce que, au bout du compte, cette acceptation, elle peut poser problème, notamment dans certaines pratiques sportives qui amènent à finalement à vouloir l'éviter. Donc, vouloir l'éviter, c'est justement prendre des médicaments. Et on a fait une émission sur la sédentarité, sur la fatigue, etc., notamment avec Guillaume Millet, qui est professeur d'université à Saint-Étienne, et lui qui combat vraiment c'est pas un comportement habituel, mais de plus en plus, les gens vont prendre des AINS, c'est-à-dire des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou alors des antalgiques, Doliprane, etc. Parce que dès l'instant où ils ont mal, on a tout de suite la solution. Et dans le sport, en fait, il y a une autre démarche qui est celle de l'accepter. C'est-à-dire qu'elle fait partie du processus du corps, justement, et d'évolution et de pouvoir combattre finalement en permanence et d'être dans l'homéostasie que vous voyez ici sur cette image. Donc là, du coup, est-ce que vous pourriez commenter un petit peu cette courbe, justement ? En fait, notre organisme, il va aller chercher toujours finalement des seuils de réaction, c'est-à-dire, on l'a vu, je vous envoie à la discussion, à la causerie sur le stress notamment. Quand le cortisol il est trop élevé, on est dans une situation qui n'est pas bonne. Le cortisol est bon
C'est une très bonne hormone, mais quand il y a un seuil qui est tolérable. Et donc, justement, il faut trouver cette acceptation de la douleur dans l'effort avec des seuils qui soient acceptables aussi. On le voit, par exemple, dans les épreuves très très longues. À un moment donné, pourquoi les gens vont abandonner? C'est peut-être que l'homéostasie n'est plus la bonne, c'est-à-dire qu'il y a des seuils de cortisol qui sont très élevés, puisqu'il y a des douleurs très élevées, on continue dessus et on ne s'est pas entraîné à le faire. Et c'est là où, justement, voilà, il faut... l'entraînement est fait pour ça. S'entraîner, c'est bien un processus. C'est pas forcément que pour le haut niveau, c'est tous les jours, pratiquement, à aller bouger, mais aussi quand vous voulez faire une compétition, c'est amener l'organisme à pouvoir tolérer la douleur le jour J. Et donc, vous êtes en train de signifier que l'entraînement permet justement de rester dans les limites de l'acceptable pour le corps, au niveau de l'homéostasie? Oui, en fait, j'aurais même une petite phrase. Plus on en fait, plus on peut en faire. Donc, le corps est quand même... On a des ressources insoupçonnées de seuil, justement, de tolérance, mais il faut y aller progressivement, par petites touches. On a vu, je vous rappelle la loi de l'hormèse, c'est-à-dire cette capacité à injecter par petites doses, justement, et ben c'est la même chose pour l'effort, et c'est la même chose pour l'acceptation de la douleur. C'est-à-dire que vous n'allez pas tolérer à un moment donné une douleur qui est insupportable. Si demain, vous faites, on parle des épreuves d'ultra, vous partez sur 170 km et que vous avez couru que 50 km, ça va être très très dur à partir du centième. Vous allez avoir certainement des douleurs que vous n'avez jamais vécues, votre corps n'a pas vécu. Donc va s'installer progressivement cet effet nocebo, en même temps sur le moral, etc., sur la motivation, et ça va affecter voilà, tout l'organisme. Voilà, donc ne pas brûler les étapes, s'entraîner pour arriver à faire en sorte effectivement de supporter des efforts extrêmes, mais tout le monde ne fait pas des sports extrêmes. Alors pour les gens qui font du sport, on va dire grand public normal, si on peut dire, je ne sais pas s'il y a une normalité, mais en tous les cas accessible au plus grand nombre. Alors on peut... au-delà de l'accepter, c'est-à-dire sur des épreuves très très longues, où il va y avoir de la douleur, mais aller agir sur la douleur aussi, on va dire, au quotidien ou dans sa pratique sportive. Parce que là, en tant que préparateur mental, vous avez aussi, on l'a évoqué, une sorte de prise de conscience sur cet effet placebo. La prise de conscience comme la portabilité voilà, de sa douleur, d'en avoir conscience, de pouvoir travailler dessus. Donc, on peut avoir finalement des outils mentaux. Donc là, dans le côté pathologique, vous avez l'échelle de douleur EVA, que je vous ai mis en bas à droite, que vous voyez sur 10. C'est-à-dire vraiment, vous voyez que quand vous êtes à 10, c'est une douleur carrément intolérable. Ça, on l'a dans le versant pathologique. On peut la faire aussi dans la pratique sportive. C'est la même échelle? On utilise la même échelle? Oui, on peut l'utiliser. Après, on peut, nous, en tant qu'entraîneur ou en tant que préparateur mental, avoir d'autres échelles. L'essentiel, c'est qu'elle soit construite et travaillée avec la personne, avec le sportif, avec l'athlète. Mais vous avez d'autres outils à disposition. On peut agir sur nos pensées. C'est-à-dire, on l'a vu aussi, les pensées, on peut avoir des pensées parasites et des pensées parades. On avait évoqué une causerie par rapport à ça, par rapport à la fatigue mentale. Donc l'idée d'agir sur des pensées parades, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal, la douleur, elle est là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voilà, j'ai poussé mon corps un peu, à un moment donné, aujourd'hui, dans un extrême. On peut aussi aller chercher du plaisir dans la douleur. Et c'est là le paradoxe, c'est-à-dire qu'on va différer cet effet, finalement. On va souffrir, mais on sait que ça va être bon pour nous parce que derrière, ouais, j'ai fait une super séance, je me suis arraché, j'ai été dans le rouge. Ça peut être un stimulant en réalité. Exactement. On parle là de notions aussi de plaisir différé. Pour le peu qu'elle ne soit pas intolérable, c'est-à-dire qu'il y a un certain seuil où ce n'est plus possible, j'imagine, d'agir sur les pensées. Oui, on est dans l'exploration corporelle dans les causeries. Et c'est important d'aller explorer et d'apprendre à se connaître parce que nous sommes uniques. Donc notre douleur va être unique. C'est là où aussi il faut apprendre à bien se connaître, se mettre des échelles personnelles, se mettre vraiment des outils qui nous correspondent. Nous, on en donne. Là, j'en donne. Vous voyez, agir sur nos pensées. On peut faire aussi de la visualisation. Visualiser, j'entendais la dernière fois une épreuve où il faisait un temps mais vraiment abominable, où il faisait très très froid, il y avait une douleur liée à la température par exemple.
Et les personnes disaient, oui, je vais penser un peu à la chaleur, comme s'il faisait chaud. On peut, vous voyez, mettre un effet placebo. Mais en même temps, agir sur le dialogue interne, c'est-à-dire en l'intégrant comme une composante de la pratique. C'est-à-dire se dire, c'est tout à fait normal. Et c'est là où est le problème. C'est-à-dire que quand vous faites une épreuve très très longue, par exemple, dans tous les domaines de l'endurance, c'est normal à un moment donné que la douleur va s'installer. Oui. Et il faut, encore une fois, l'accepter, et c'est une composante de la pratique. Si vous ne l'acceptez pas, vous prenez les médicaments et vous mettez aussi votre santé, voire votre vie en danger. Parce que, de prendre des médicaments, il y a des influences derrière. Donc, éviter de prendre des médicaments, si je comprends bien, sauf nécessité absolue. Donc, agir sur les pensées, agir sur les images, le dialogue interne, tout ça, c'est le côté suggestion mentale. On est capable, finalement, de tromper l'organisme, d'une certaine façon ? Quelque part, oui. C'est là où, en fait, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ces deux phrases que vous avez ici à l'écran, c'est-à-dire que la douleur est inévitable, la souffrance vient en option. C'est un écrivain japonais qui lui aussi pratique la course à pied. Et puis David Le Breton, comment ne pas le citer, qui a beaucoup travaillé justement sur cette douleur corporelle, qui pour lui, c'est pas un fait physiologique, mais un fait d'existence. On le voit bien, la douleur, on va aussi aller la rechercher. Parce qu'on a besoin d'exister. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on va chercher dans l'ultra-trail, notamment aller chercher la douleur pour exister. Comme par exemple, certains vont faire des scarifications, des tatouages, ils vont aller chercher la douleur pour exister et finalement montrer que ils veulent vivre pleinement. Une façon d'exister par le ressenti. Alors justement, vous abordez la différence et les notions les concepts. Douleur et souffrance, ça n'est pas la même chose. Oui, parce qu'en fait, là, c'est vraiment la conclusion, elle est faite sur ces phrases, parce que quand la douleur est consentie, en fait, il y a moins de souffrance. La souffrance, c'est généralement quand la douleur, elle n'est pas forcément consentie. Et c'est là le paradoxe, c'est-à-dire que la souffrance, on va vraiment vers un état mental, je ne vais pas dire négatif, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers des mauvaises pensées, des pensées parasites. On va vraiment souffrir, on va être dans la continuité et en permanence se fixer vraiment sur quelque chose de très pessimiste et de négatif. Donc l'esprit peut-il moduler la douleur ? Oui, quelque part. C'est-à-dire que vous pouvez aussi compenser, comme on l'a vu tout à l'heure, l'accepter, l'accompagner, mettre en place des outils dans la pratique sportive. Et en fait, c'est là où c'est très très important. On vit dans une société quand même très anxieuse, très anxiogène, etc. Et on est vraiment dans le côté, non pas forcément de vouloir la liberté, mais on recherche un manque au manque. Et en fait, il faut aller chercher du désir. Et je pense que pas mal de personnes vont chercher la douleur parce que il y a un petit manque finalement de ce désir d'exister, de faire quelque chose. Donc la douleur à travers la pratique sportive, c'est quelque chose qui permet de se sentir vivant. C'est un petit peu ça, on est dans cette expérience corporelle où finalement on fait éclore cette volonté de vivre, de finalement, on le verra dans d'autres causeries sur le mental, le besoin d'exister, le besoin d'estime de soi, le besoin d'être aimé, et c'est très très important. Et donc on va aller chercher aussi dans la pratique sportive ce besoin d'exister corporellement. Et ça, on l'a oublié. C'est très, très important. Le corps, on ne va pas parler de Descartes, de cette distinction, mais je pense que c'est très, très important de montrer que le corps, l'esprit, l'âme sont vraiment très reliés. Et c'est le but, vraiment, de nos causeries. Alors, le but de nos causeries, en tous les cas, vous mettez en évidence un paradoxe. La douleur dans la pratique sportive permet, dans certaines limites, d'exister. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, je crois que vous souhaitiez, comme à votre habitude, nous proposer des ouvrages, des lectures qui vont permettre de continuer cette réflexion ? Oui, alors rapidement, 3 ouvrages finalement de David Le Breton, qui a vraiment travaillé sur ce côté corporel, donc L'homme douloureux, vous voyez vraiment, je le recommande, un ouvrage commun, mais L'adieu au corps et puis L'expérience de la douleur,
qui vous permet quand même, en tant que sportif, déjà d'avoir un premier appel et une première connaissance vraiment de ce qu'est la douleur et en rapport avec le corps. Et puis après, j'ai amené aussi quelques petits ouvrages où on peut aller plus loin d'un versant psychanalytique, on va dire. Donc là, on est sur le livre de Cynthia Fleury, qui est psychanalyste aussi et qui a travaillé aussi sur ce sujet, Pretium Doloris, c'est le prix de la douleur, en fait, qui est intéressant justement et très actuel, qui parle d'accidentologie, c'est-à-dire que voilà, après aussi un accident, finalement, il y a toute cette notion de résilience derrière et qui est intéressante, notamment par rapport à la douleur. Je vous ai amené aussi un livre incontournable. Je pense vraiment, si vous voulez aller approfondir sur les douleurs et les émotions, ici, donc du professeur Anne-Françoise Alaz, qui est très bien fait, qui résume, dont je me suis aussi beaucoup inspiré. Oui. Et puis, pour faire un petit lien avec nos causeries, sommeil et douleur. Voilà, on a parlé du sommeil, et voilà, je vous encourage à aller voir notre causerie sur le sommeil, et aussi, il y a aussi des connexions entre le sommeil et la douleur, et notamment quand on n'arrive pas à dormir, quand on a aussi de fortes douleurs, des douleurs chroniques. Eh bien, merci beaucoup Éric Lacroix. Encore une fois, une très très belle causerie, donc beaucoup de découvertes. Et puis nous invitons les personnes qui nous regardent à aller voir les précédentes, notamment sur le sommeil. Vous voyez qu'il y a des liens entre sommeil et douleur. À très bientôt, dans tous les cas, Éric Lacroix, et pour une prochaine causerie. Thank you.